Et je dis donc bonsoir au professeur Karine Lacombe. Bonsoir, Bonsoir. professeur. Merci beaucoup d'être là, d'être avec nous, d'être notre grand témoin ce soir dans 22h max. Soyez la bienvenue. Vous êtes, je le rappelle, à celles et ceux qui nous regardent, la chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Vous êtes la médecin. Et j'ai bien dit la médecin, c'est le titre très important de cette bande dessinée que vous co-signez. On va en parler évidemment tout à l'heure, mais d'abord, l'actualité de ce soir, c'est ce nouveau suspense au cœur duquel nous sommes toutes et tous plongés. Que peut annoncer demain le Premier ministre? Rendez-vous à 18h, nouvelle conférence de presse à suivre en direct sur BFM TV. Bruno Jeudi. Je viens d'annoncer à nos téléspectateurs que vous aviez de nouvelles indiscrétions. Je rappelle ce qui se joue demain, c'est ce déconfinement prévu logiquement le 15 décembre. Quelles sont les toutes dernières infos que vous avez, Bruno, les toutes dernières pistes? Alors d'abord, il faut remettre ça dans le contexte. Dilemme au sommet de l'État. Les chiffres ne sont pas aussi bons qu'espérés pour l'instant. Ça ne baisse pas assez vite, notamment les cas de contamination, même si le nombre de patients en réa a, lui, baissé. Le deuxième palier de ce déconfinement annoncé par le président, c'est le 15 décembre, avec la possibilité d'un couvre-feu, la possibilité d'ouvrir les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle, et puis la perspective d'avoir pas de couvre-feu à Noël, pas de couvre-feu au 31 décembre. Demain, Jean Castex, demain soir, annoncera des décisions. La plupart ne sont pas prises, ça n'a pas été totalement tranché ce matin, mais ce qu'on peut dire ce soir avec prudence, c'est que le couvre-feu, il y aura couvre-feu à partir du 15 décembre, probablement plutôt à 19h ou 20h que 21h. La deuxième chose, c'est qu'il y aura des contrôles extrêmement renforcés aux frontières. Ça, c'est assez logique. C'est dans la lignée de ce qu'avait dit Jean Castex la semaine dernière en évoquant la question des sports d'hiver. Vous savez, elle paraît loin, cette polémique, mais parce qu'entre-temps, les chiffres se sont dégradés. La troisième chose, c'est s'agissant des salles de spectacle, on en a parlé à l'instant, la décision est sur la table. Le président devra trancher demain. D'après les informations du service politique de BFM TV, la tendance ce soir, très bien engagé. Voilà, la tendance ce soir, c'est plutôt de repousser la réouverture des théâtres au 20 janvier. Encore une fois, c'est une piste. On reste extrêmement prudent. C'est la piste privilégiée ce soir d'après le service politique de BFM TV. Le dernier point très important, c'est qu'il n'y a pas de menace pour Noël. Le 24 décembre, ce sera possibilité de fêter Noël pour ceux qui voudront en famille jusqu'à 6 personnes, comme ça a déjà été indiqué par le Premier ministre. En revanche, pour le 31 décembre, il y a grosse menace que là, l'exécutif revoie ce qu'il avait dit, revoie sa copie, puisqu'il ne devait pas y avoir de couvre-feu le 31 décembre. Et là, demain, on a peut-être une mauvaise surprise. Peut-être qu'on va se faire voler son réveillon, comme l'a indiqué le Premier ministre d'une province canadienne en parlant de Noël en début de semaine. Plein de choses à voir avec vous, Karine Lacombe. Professeur, est-ce le moment d'alléger la contrainte? Non, justement, on voit bien que malgré les efforts qui ont été faits, on n'est pas arrivé aux chiffres qu'on aurait souhaité. Alors, on y est arrivé en termes de personnes qui passent en réanimation, c'est-à-dire que la pression sur le système de soins est heureusement pas aussi importante que ce qu'on aurait pu craindre. En revanche, le nombre de nouvelles infections reste élevé. Donc non, il ne faut surtout pas relever la pression. On est probablement dans un bon compromis entre un peu de liberté, entre guillemets, dans notre vie de tous les jours, et puis la contrainte que demande la dynamique de l'épidémie. On les voit, ces chiffres, 3031 personnes en réanimation. Effectivement, on se rapproche d'une certaine manière de l'objectif fixé par Emmanuel Macron. En revanche, 14 595 nouveaux cas en 24 heures. On est largement au-delà désormais des 10 000 nouveaux cas en moyenne sur une semaine. Comment est-ce que vous voyez ces chiffres, notamment sur les nouvelles contaminations? Est-ce que vous diriez qu'on est sur un plateau, qu'on est dans une dynamique de baisse qui a ralenti, qu'on est à un moment de rebond? Comment est-ce que vous voyez ces chiffres-là, vous? Alors, je pense qu'il faut déjà porter un regard très objectif sur la façon dont les nouveaux cas sont calculés. Vous savez que pendant plusieurs semaines, on ne prenait pas en compte les tests antigéniques. Donc maintenant, on les prend en compte. Et déjà, la semaine dernière, quand on était à 10 000, on disait on est au-dessus, en fait, si on calculait le nombre de tests positifs plus les tests antigéniques. Donc là, on va dire qu'on se rapproche plus sur un chiffre qui reflète plus ou moins la réalité, parce qu'en même temps, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne se font pas dépister. Donc on sait que ce taux de 14 000 n'est qu'une approximation du vrai chiffre d'infection en France. Donc on va dire qu'on est en plateau. En gros, on est en plateau, on ne voit pas de baisse, on ne voit pas non plus de hausse massive, on est en plateau.
quelles mesures supplémentaires prendre? Parce que la crainte qu'on a, c'est on se dit les vacances scolaires vont arriver, donc avec les vacances, ça risque de faire baisser encore un petit peu les contaminations, oui. Mais elles vont réexploser en janvier. Donc que changer, que faire? C'est la peur qu'on a tous. Ça fait quand même quelques semaines, je vais dire 2 semaines à peu près, qu'on parle de 3e vague. Justement parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à ce chiffre de 5000 nouvelles contaminations par jour. Donc on risque effectivement, au retour des vacances de fin d'année, d'avoir une 3e vague. Toute la question que l'on se pose et que personne ne peut prédire actuellement, c'est l'intensité de cette 3e vague. On espère que cette 3e vague sera peu importante et parce que justement, on va maintenir une pression sur la dynamique de l'épidémie. Mais je note que vous parlez au futur. Vous ne parlez pas au conditionnel. Donc 3e vague, pour vous, il y aura en toute logique. Oh oui, je ne vois pas comment actuellement on peut éviter une 3e vague, ce d'autant qu'on n'a pas encore lancé la campagne vaccinale qui, on le pressent, ne peut être que le seul facteur positif qui peut vraiment influencer l'évolution de l'épidémie. On parlera des vaccins dans une seconde. D'abord, Bruno, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Noël, a priori, on n'y touche pas. Non, Noël, on n'y touche pas. Et là, pour le coup, au ministère de la Santé, comme à Matignon, comme à l'Élysée, c'est vraiment une hypothèse qui est écartée. Le 31 décembre, puisqu'il devait avoir une sorte de suspension du couvre-feu, là, ce soir, on ne peut plus du tout dire qu'on n'y touche pas. Ça pourrait faire partie des pistes. Parce qu'au fond, il y a 2 écoles actuellement, et le président devra trancher. Il y a l'école qui, en gros, dit on reste sur ce qui était prévu le 15 décembre. Et donc, il y a de moins en moins de partisans, on va dire, au sommet de l'État. Et puis, il y a la 2e école qui dit on décale, où on durcit, mais on ne peut pas rester sur les bases annoncées. Et donc, ça veut dire que les théâtres, ciné, couvre-feu beaucoup plus tôt peut-être que ce qui était prévu, voire 31 décembre avec couvre-feu. Géraldine. Et le problème politique aussi, c'est que ces 2 écoles ont de bons arguments. L'école prudente a évidemment, on vient de le dire, d'excellents arguments, mais l'autre école qui est plus permissive peut dire, oui, mais on n'a toujours pas de données de contamination, on ne sait toujours pas où les gens se contaminent, donc on est toujours empêché dans l'action publique pour prendre des mesures qui seraient acceptées par la population. Ce qui rend la situation extrêmement conflictuelle, difficile, et ce qui conduit le gouvernement à prendre des décisions qui, de toute façon, quel que soit seront perçues par une partie de la population comme mauvaises. Professeur, juste une chose, je me souviens d'avoir posé la question à Olivier Véran il y a 3 mois dans un plateau juste à côté d'ici, à l'époque c'était sur le grand débat, c'était autour des restaurants, où il nous citait une étude américaine, toujours la même, et on demandait mais quand est-ce qu'on aura nos études à nous? Le ministre nous disait ça arrive, on est en train de les faire. On ne voit toujours rien venir. Est-ce qu'on est suffisamment armé aujourd'hui pour prendre toutes ces décisions? Alors effectivement, on n'a pas encore de données très précises de la situation en France qui sont publiées. En revanche, on a des données assez solides, alors comme vous dites, aux États-Unis. Et pourquoi on a les données aux États-Unis? C'est parce qu'en fait, toutes ces données aux États-Unis ont été collectées pendant l'été, au moment où l'épidémie faisait rage outre-Atlantique, alors qu'en France, on était en plein creux de la vague. Et toutes ces données, on n'a pas pu les collecter en France pendant la première vague, puisqu'on a été pris de court et notre urgence, c'était pas de savoir où on se contaminait, mais c'était de soigner les malades et empêcher qu'on ait un fort taux de mortalité. Donc c'est pour ça que toutes les données qu'on a actuellement viennent des États-Unis à cause de cette vague qui a eu lieu en été. Nous, on a eu la 2e vague en automne en France. Donc là, on est à la sortie de l'automne, donc on n'a pas encore des données vraiment objectives sur la situation en France. Mais la situation aux États-Unis est tout à fait comparable en termes de restaurants, de sorties en plein air, etc., que ce qu'on peut rencontrer en France. Alors, on parlait des théâtres, c'est là quand on doit être précis. Bien et sûr, on peut pas vous voyez la situation, vous voyez la situation à New York, par exemple. New York est quand même une ville qui vit à un rythme qui est assez semblable au rythme européen. Et toutes les données que l'on a de New York montrent que les lieux où les personnes se sont contaminées, ce sont principalement les restaurants, les bars et les lieux de promiscuité comme les restaurants. Vous parliez de New York justement, puisque là on va rentrer nous dans nos fêtes. Thanksgiving, est-ce que vous avez assez de recul pour voir s'il y a un effet, un mauvais effet? Bien sûr. Alors on a déjà eu l'effet de Thanksgiving au Canada, qui a lieu beaucoup plus tôt qu'aux États-Unis, qui a eu lieu le 19 octobre. Donc on a vu qu'il y a des provinces où le taux de contamination a été multiplié par 10.
Et c'est exactement la même chose qui se passe aux États-Unis, où 2-3 semaines après Thanksgiving, il y a eu une augmentation très importante du taux de contamination. Donc, alors, les États-Unis, c'est un peu différent quand même de la situation en France, parce qu'en France, on applique quand même les gestes barrières. Il faut reconnaître que la grosse majorité de la population est très consciente des gestes barrières et les applique avec beaucoup de précision, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Regardez notre sondage, le sondage de notre partenaire ELAB. Combien serez-vous pour le repas de Noël? 50% répondent 6 adultes ou adolescents ou moins, ce qui était le conseil donné par Jean Castex. 23% ne savent pas encore, 19% seront plus de 6 adultes et 8% ne fêtent pas Noël. Voilà pour cette photographie. L'autre grand sujet qu'il nous faut évidemment aborder avec vous ce soir, professeur Lacombe, c'est la vaccination. Avec des signaux, contradictoires ce soir. D'un côté, les autorités canadiennes donnent à leur tour leur feu vert au vaccin de Pfizer-BioNTech. Les Américains sont sur le point de faire la même chose, sans doute d'ici la fin de la semaine. De l'autre, certains de vos confrères émettent des doutes sur la sécurité autour de ce nouveau sérum. On en parle dans une seconde ensemble, mais d'abord les dernières images, les dernières déclarations. C'est avec Natacha Rios et Sophie Herbet. Dans cet hôpital de l'ouest de Londres, aucun sentiment d'inquiétude. Au contraire, ce Britannique se réjouit d'être parmi les premiers à se faire vacciner contre le Covid. Les aiguilles, ça ne me fait pas peur. J'ai juste senti une toute petite piqûre et c'était fait. Je n'ai pas fait de réaction, je ne sens rien de particulier pour le moment. Aucun problème. Pourtant, 48 heures seulement après le début de la campagne de vaccination, 2 personnes ont mal réagi aux injections. Des patients au profil allergique très lourd, selon l'Agence britannique du médicament, au point de garder sur eux de l'adrénaline en cas de choc anaphylactique. Même si nous avons détecté 2 réactions allergiques au vaccin, les analyses nous ont prouvé qu'il n'y avait pas de risque majeur. Par contre, nous pouvons renforcer nos recommandations. Nous avons eu des effets sur des patients vulnérables. Il faudra sélectionner les groupes à vacciner en fonction de ces informations et en informer les acteurs de terrain. Les 2 patients vont mieux, mais les effets secondaires dont ils ont été victimes peuvent-ils alimenter le discours des anti-vaccins? Il y a 10 jours, ils défilaient déjà dans les rues de Londres. Un sentiment de défiance qui n'épargne pas la France. Selon ce sondage, 52%, soit plus d'1 Français sur 2, ne souhaitent pas se faire vacciner. Même le chef du service des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière émet des réserves. Vous m'avez posé la question, est-ce que je me ferai vacciner? Donc la réponse est bien évidemment oui, je me ferai vacciner. Avec le vaccin chinois, c'est ça? Pourquoi pas. Mais pas avec ceux qui arrivent. Avec ceux qui arrivent, pour l'instant, je ne peux pas vous dire, parce que je ne sais pas ce que ça vaut. Je n'ai pas le recul nécessaire. J'ai toujours pas vu une publication scientifique qui corresponde à ces vaccins. Dans son viseur, les vaccins à ARN messager, comme celui inoculé en Grande-Bretagne. Une nouvelle technologie qui consiste à stimuler le corps avec une série d'instructions génétiques pour fabriquer les protéines spécifiques au coronavirus. Les 2 premières phases d'essai, menées sur 35 000 volontaires, étaient concluantes. Les réactions qui sont décrites sont des réactions banales à des vaccins, c'est-à-dire une petite rougeur, une petite inflammation locale, un petit endolorissement, parfois un petit fébricule qui cède avec du paracétamol, du Doliprane. Et en effet, il n'y a eu aucun, sur ces 35 000 personnes qui ont été injectées, il n'y a eu aucun effet défavorable significatif. Une étude de 53 pages sur le vaccin du laboratoire Pfizer précise que 62% des personnes ont éprouvé de la fatigue après l'injection et que 55% ont souffert de maux de tête, là où le vaccin contre la grippe, par exemple, provoque 28% de céphalée. Pour certains médecins, ces effets secondaires signent l'activation du système inflammatoire, ce qui est bon signe, et les agences sanitaires joueront leur rôle de garde-fou. L'évaluation d'un dossier par une agence, c'est un phénomène extrêmement complexe, extrêmement rigoureux, et des dizaines d'experts de tous les domaines vont regarder des milliers de pages. Et je suis très heureux que l'agence européenne ait pris quelques jours de plus pour pouvoir en profondeur analyser ces dossiers. Je suis confiant, je pense que la sortie de la crise passe par le vaccin. Un autre vaccin, celui d'AstraZeneca, est pour l'instant le seul validé par une revue scientifique.
Les vaccins à ARN messager de Pfizer et de Moderna, eux, ont préféré sauter cette étape. La responsabilité de leur mise sur le marché revient donc exclusivement aux agences de santé de chaque pays. Karine Lacombe, je voulais vous soumettre les toutes dernières déclarations de votre confrère, le professeur Combe, qui s'exprime ce soir dans le Parisien, qui a pris connaissance des dernières données autour du vaccin Pfizer-BioNTech et qui dit, on le voit là, je n'ai jamais vu tant d'effets indésirables après évidemment cette vaccination avec le vaccin Pfizer. Comment vous réagissez à ces déclarations-là ? Alors, c'est vrai que si on revient déjà sur ce que le professeur Combe a dit sur France Inter avant-hier, si mes souvenirs sont bons, à ce moment-là, on n'avait pas encore le papier qui est sorti dans le Lancet sur le vaccin AstraZeneca et les données sur le vaccin Pfizer qui sont en accès libre sur le site de la FDA. Donc, quand on lit que ce soit les résultats dans le Lancet ou les résultats sur la FDA. FDA, c'est l'agence américaine. Voilà, pardon, c'est l'agence américaine de régulation des médicaments et qui donne l'autorisation de mise sur le marché des médicaments et des vaccins. Les effets secondaires qui sont rapportés sont des effets secondaires qui sont absolument connus comme pouvant être potentiellement associés à n'importe quel type de vaccin. Alors effectivement, leur taux est plus important qu'avec les autres vaccins, mais ce taux n'est pas plus élevé, légèrement plus élevé, pardon, chez les patients qui ont été vaccinés avec le vaccin que les patients qui ont été vaccinés avec le placebo. Et d'ailleurs, le placebo du vaccin AstraZeneca est un vrai vaccin. C'est un vaccin contre le méningocoque. Légèrement plus élevé, mais pas non plus des effets secondaires qui sont absolument inconnus et surtout très grave. C'est de la fièvre, c'est un peu de douleur musculaire et ça peut être des maux de tête. Comme a dit le professeur Kahn, ce sont des effets secondaires qui montrent que le système immunitaire est activé. Et effectivement, comme il le dit également, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'on va fabriquer très rapidement des anticorps. Effectivement, on voit que le taux d'anticorps est très élevé. 90% des personnes qui sont vaccinées sont protégés contre la Covid-19, qui est un taux d'efficacité du vaccin très important, plus importante par exemple que le vaccin contre la grippe. C'est aussi pour ça qu'avec la grippe, le vaccin contre la grippe, on n'a pas beaucoup d'effets secondaires. Parce que l'efficacité du vaccin contre la grippe n'est pas très élevée. Mais encore faut-il vouloir se faire vacciner. On va revoir le chiffre du sondage ELAB, notre partenaire ELAB. 52% des personnes interrogées ne souhaitent pas se faire vacciner. Même avec un vaccin validé par les autorités sanitaires françaises, 52%. Alors, il y a une autre façon d'interpréter ce chiffre. Moi, je ne dirais pas c'est 52% qui ne veulent pas se faire vacciner, mais c'est 52% qui demandent à avoir plus d'informations avant de se faire vacciner. Et je trouve que c'est tout à fait légitime. Et c'est le gros enjeu qui s'impose à nous, spécialistes, infectiologues, mais également les autorités de santé et les personnes en charge des politiques d'éducation à la santé, d'information sur la santé, que de dispenser de l'information qui soit transparente sur l'efficacité et la tolérance de ces vaccins. Géraldine. Non, effectivement, je pense qu'il faut quand même revenir sur cette notion d'effet secondaire parce que, et je parle sous votre autorité, mais moi il me semble que les effets secondaires, les réactions les plus graves qu'on ait vues, c'est ces 2 réactions allergiques sur 7500 vaccinés chez Pfizer, de gens qui avaient déjà une prédisposition aux allergies. On parle quand même pas de choses graves, on parle de maux de tête, effectivement, de céphalées, de grande fatigue. Il faut se remettre un peu dans un contexte historique d'abord, et puis peser la balance bénéfice-risque. La variole, quand on se vaccinait contre la variole, on pouvait mourir d'une encéphalie vaccinale. L'aspirine elle-même a des effets secondaires graves d'une fréquence qui est plus importante que celle qu'on observe pour l'instant dans ces premiers essais. Donc ce sont un peu des ordres de grandeur qu'il faut rappeler, et le bénéfice-risque, puisque c'est ça qu'on observe, il s'agit pour l'instant de vacciner des personnes âgées, fragiles, pour lesquelles le taux de mortalité est de 30%. Vous vous ferez vacciner, Karine Bien sûr. Ah bah bien sûr. Alors, moi, avec n'importe quel vaccin validé par les autorités. Bien sûr. À partir du moment où ça va être validé par les autorités, je fais entièrement confiance à mes collègues qui font partie des commissions de validation de la Haute Autorité de Santé pour donner leur agrément quand ils seront sûrs de l'efficacité et de la tolérance des vaccins. À partir du moment où l'HAS aura donné son go, bien sûr, et je dirais malheureusement, je ne ferai pas partie de la première vague, mais de la deuxième vague, donc je vais attendre.
comme tout le monde, comme la plus grande partie de la population. Vous restez avec nous, on va continuer à parler du Covid avec un pays qui a réussi à contenir l'épidémie depuis le début. Voici venue l'heure du choix de 22h max et ce soir, j'ai donc choisi de vous faire jouer une fois de plus. Voici la question du jour, nous cherchons un pays quasiment aussi peuplé que la France, pays démocratique et qui a réussi à contenir l'épidémie sans passer par un confinement généralisé. Je suis... Corée du Sud. La Corée du Sud. Mais c'est écrit sur l'écran. Ah, c'est écrit sur... pas vu. Mais oui. Moi, j'avais pas vu. Enfin, les cacher normalement sur l'écran. La Corée du Sud, donc article passionnant. Fallait que ça arrive, publié dans le journal Le Monde. En Corée du Sud, la traque du virus. Le Monde nous explique donc comment ce pays de 52 millions d'habitants a réussi à limiter la propagation du coronavirus. Bilan, 549 morts en 10 mois. Rapporté à nos populations respectives, il y a eu 78 fois moins de morts en Corée du Sud qu'en France, le tout sans confinement. Restos et magasins sont ouverts en ce moment là-bas jusqu'à 21h. Alors comment est-ce possible? Notamment, regardez, grâce à ces deux personnes, Choi et Lim. Choi, l'épidémiologiste, Lim, responsable, écoutez bien, de la vidéosurveillance d'un des arrondissements de Séoul. Ces deux-là passent leur journée ensemble à traquer les cas suspects avec un degré de précision et d'intrusion assez fou. Prenons le cas d'un étudiant déclaré positif au Covid. Choi et Lim se rendent dans un des restaurants où il a mangé et ils scrutent tous les deux les images de vidéosurveillance. Qui lui tournait le dos? Qui lui faisait face dans la salle? À quelle distance? Qui portait quel type de masque? Si une personne semble avoir pris un risque, elle est avertie immédiatement par les deux enquêteurs qui peuvent consulter la liste de tous ceux qui sont venus manger ici parce que chacun doit s'enregistrer. Et les Coréens ont donc pris l'habitude de recevoir depuis quelques mois ce type de SMS. Ce mardi, entre midi et 12h30, si vous étiez au restaurant John Frim dans le quartier de Wonyo, rue Baekbom, allée 87 numéro 32, si vous avez des symptômes, contactez le centre médical du district. Harold Thibault, le journaliste du Monde, raconte que cette traque n'est pas la seule arme des Sud-Coréens. Déploiement de tests massifs, discours cohérent depuis le début sur le port du masque, quatorzaine stricte à l'entrée du territoire coréen, le tout couplé à un isolement des malades. Est-ce que l'exemple coréen vous fait rêver, professeur Karine Lacombe? C'est ce dont rêverait tout épidémiologiste, que chaque citoyen soit traqué, pucé, traqué, et qu'on limite de façon importante sa vie privée, ses libertés individuelles. J'attends la suite de la phrase, je tremble un peu, mais allez-y. Non. Moi, personnellement, je pense que c'est très compliqué dans la société où on a eu peur avec Bruno d'accepter ce genre de contraintes. Et d'ailleurs, on a bien vu pourquoi est-ce que les logiciels qui pouvaient aider à tracer les personnes contacts n'ont pas eu de succès. C'est bien parce que chacun défend sa sphère privée et que la culture en France n'est pas du tout la même que la culture en Corée. Est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer quand même de leur pratique d'isolement Oui, bien sûr, c'est ce qu'on aurait souhaité faire. Le problème, c'est que quand on a mis en place cette stratégie dépister, isoler, protéger, etc., en fait, l'épidémie était déjà bien trop importante en France, bien trop disséminée pour qu'elle ait un succès. On a oublié d'ailleurs les débats sur l'isolement. Il devait y avoir un débat, tout ça. Oui, il y avait une proposition de loi qui doit toujours traîner du côté de l'Assemblée. Non, ça va revenir. Ça va revenir au mois de janvier. Eh ben voilà, rendez-vous en janvier. C'est un peu tard quand même, parce que s'il y a la troisième vague qui arrive, comme nous l'indique le professeur, ça sera tardif. Dans un instant, toute l'actu du jour, on va faire un tour complet des infos de ce mercredi soir. On vous montrera notamment les images du match PSG-Başakşehir. Moment d'émotion ce soir au Parc des Princes. Après les accusations de racisme, on verra ça. Et puis Karine Lacombe, on va se plonger dans cette BD, La médecin, que vous co-signez. Vous êtes notre invité ce soir. À tout de suite. Avec nous, chef du service d'infectiologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Vous signez donc cette bande dessinée avec Fiamma Luzzati, qui signe les dessins de cette BD. La médecin, c'est vous. Vous racontez comment vous avez traversé cette épidémie de coronavirus depuis un an. On vous voit d'abord seul, dans cette chambre de garde au tout début de l'épidémie. Vous vous souhaitez un peu de courage, on voit le dessin, allez, courage, ce n'est que le début. Et effectivement, on va vous suivre parce qu'à partir de là, l'épidémie va envahir l'hôpital. Vous vous attendez au raz-de-marée. On est le 1er mars, quand vous sentez que le raz-de-marée va arriver. Vous vous dites ça, ce raz-de-marée, il arrive, il est bien là. Le 14 mars, moins de 2 semaines après, ça y est, le tsunami est là. C'est ce que vous racontez, ce sont ces mois. Mais je voulais qu'on s'arrête d'abord sur le titre. La médecin, parce que c'est d'abord l'histoire d'une femme médecin que vous avez voulu raconter et raconter la place qu'ont les femmes dans cet univers.
Oui, alors effectivement, à travers ce que j'ai vécu, c'est aussi tout de même l'histoire de toute une équipe, de tout un hôpital qui a fait front, qui a essayé de se préparer le mieux possible dès le mois de janvier, surtout au cours du mois de février. Et puis, malgré la préparation, eh bien, on a vu qu'on a été débordé. On a été débordé, mais on a réussi à faire face. Alors oui, effectivement, la médecin, mais c'est aussi les médecins, les soignants de façon globale qui ont fait un travail admirable et qui ont réussi à faire du mieux qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient pour contrer cette épidémie qui nous est tombée dessus, comme je le dis dans la BD, comme un tsunami. Même si on a essayé de s'y préparer, je pense que tant qu'on n'est pas en face de l'événement, quelle que soit la préparation, on est débordé. On vous voit, page 77, avec votre équipe, qui vous dit « Bien joué, chef ». Bien joué, chef. Alors, je ne vais pas réussir à voir. Si, je vais réussir à voir sur mon écran. Ça fait bizarre, tous ces articles, mais quand on est une femme et qu'on vous donne la parole, il faut la prendre et la garder, les articles sur vous. Effectivement, on vous a pas mal vu, notamment assez vite dans l'épidémie. Et ce que l'on sent dans votre BD, c'est que vous vous dites, attendez, on ne va pas laisser la place aux hommes médecins que l'on voit beaucoup. Il faut aussi montrer que des femmes sont en responsabilité, notamment dans votre hôpital Saint-Antoine. Bien sûr, alors oui, tout à fait. C'est vrai que ce que l'on a vu très rapidement dès le début de l'épidémie, mais aussi guidé par le président de la République, c'est une réponse qui était assez guerrière. Et en général, dans la guerre, ce sont souvent les hommes qui sont en première ligne. Et puis les femmes, elles sont plutôt en backup, dans ce qu'on appelle le care, le soin, vraiment toute cette espèce d'entourage et tout. Mais non, en fait, les femmes sont aussi en première ligne, portent les choses de façon assez différente des hommes, j'ai trouvé. Beaucoup plus, on va dire peut-être plus dans le consensus, avec plus de compassion, plus d'empathie, mais avec un message qui peut être aussi fort que celui porté par les hommes. Et en situation de crise, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait que les hommes qui soient à l'avant et les femmes derrière, on va dire, en quelque sorte, qui gardent la maison. Eh bien non, c'est une équipe, quel que soit le sexe, le genre que l'on porte, c'est une équipe qui doit être au front. Et vous faites remarquer, et ça rejoint l'actualité du jour, vous faites remarquer aussi que les femmes dirigeantes s'en sortent parfois mieux. Même si, peut-être qu'on va contester un peu ça, vous allez voir. Oui. Vous parlez d'Angela Merkel dans votre livre, vous la citez. Et on va l'entendre, Angela Merkel, parce que précisément, la situation est en train d'empirer en Allemagne. Le nombre de cas augmente, le nombre de morts aussi, à tel point que la chancelière a dû, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre mot, supplier les Allemands de réduire leurs contacts. Regardez. Peut-être que fermer les écoles n'est pas la bonne chose à faire. Je ne sais pas, ce n'est pas ma compétence et je ne veux pas interférer. Mais ce dont je suis certaine, c'est que si nous avons trop de contacts avant Noël et qu'il s'avère que c'est le dernier avec nos grands-parents, alors nous aurons collectivement échoué. On a vu Angela Merkel très émue aujourd'hui. Vous avez déjà vu Angela Merkel émue à ce point-là à la tribune ? Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que la situation en Allemagne est assez différente de celle de la France, puisque vous savez que l'Allemagne est composée de Länder qui sont beaucoup plus autonomes que nous, nos régions en France. Et donc chaque Länder peut prendre la décision qu'il veut par rapport à la dynamique de l'épidémie. Et peut-être que certains Länder, pour des raisons économiques en particulier, ont été plus lâches vis-à-vis de l'application des mesures barrières. Et effectivement, on a vu que la dynamique de l'épidémie est en train de flamber en Allemagne. Oui. Géraldine, on en a parlé tout à l'heure, vous avez lu cette BD, qu'est-ce que vous en tirez ? Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, en fait. Enfin, plaisir. J'ai pris ça comme un document, en fait, parce que en tant que journaliste qui a suivi cette crise au quotidien, c'est vrai que c'est un journal qui est très fidèle des événements depuis le mois de janvier. Donc, c'est utile à consulter parce que, voilà. J'ai trouvé frappant aussi la façon dont vous nous montrez les coulisses de vos décisions et les coulisses médiatiques. On sent que vous vous êtes exposé beaucoup. Peut-être que je me trompe. Et on sent aussi que ça vous a changé, simplement. Bien sûr. Vous avez été sur les conflits d'intérêts, vous en avez pris plein la poire. Oui, alors après, les conflits d'intérêts, les liens d'intérêts, etc., on peut revenir là-dessus in extenso. Je pense que ça a été un moyen de m'atteindre.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pris la parole, j'ai suivi une ligne de crête qui a fortement déplu à certaines personnes et qu'il fallait absolument m'abattre. On va le dire, donc, vous le racontez, hein, c'est notamment dans les prises de position que vous avez tenues sur les dangers de l'hydroxychloroquine. C'est ça qui vous a valu un tombereau d'insultes, de menaces, etc. Ça a été très violent. Bien sûr, oui, parce qu'en même temps, je douchais l'espoir que de nombreuses personnes avaient dans un traitement miracle. Un traitement miracle qu'on aurait sorti du chapeau en 15 jours et qui allait régler la crise sanitaire où on voit qu'au bout de 8 mois, on est toujours confronté avec la même intensité, si ce n'est encore de façon plus importante. Alors que l'hydroxychloroquine est la molécule qui a été la plus analysée, la plus évaluée de tous les autres traitements et qui est la seule avec laquelle on a eu constamment des effets non prouvés, donc, dont on a montré qu'elle n'avait pas d'efficacité. Donc, il y a un moment donné, Moi, il y avait autre chose qui m'avait... j'avais été surpris de vous entendre, d'ailleurs c'était sur un plateau de télévision, j'y étais. Vous évoquiez la longueur de la crise et vous aviez dit qu'elle allait durer 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Vous avez dit ça dans une émission, j'avais été très surpris. Est-ce que vous maintenez ce pronostic ? Quand je l'ai dit, on n'avait pas encore de perspective avec les vaccins. Donc la science, elle avance au rythme des découvertes et au rythme des résultats. Et ça vous a surpris par contre ? La rapidité avec laquelle on allait avoir les vaccins, je pensais qu'on aurait les vaccins d'ici l'été prochain. Donc 1 an et demi après le début de l'épidémie. Donc vous voyez, quand je disais 1 an, 2 ans, donc j'étais pas non plus complètement, j'étais pas dans l'erreur. Mais là où j'étais très agréablement surprise, c'est qu'en fait, on a gagné 6 mois par rapport à ce que tous les infectiologues, épidémiologistes pensaient de la dynamique d'une épidémie qui n'est pas saisonnière et donc qui ne peut pas s'éteindre d'elle-même parce qu'il n'y a pas d'immunité collective acquise. Donc je suis très agréablement surprise par finalement la rapidité avec laquelle on peut avoir des vaccins disponibles. Vous nous emmenez dans les coulisses, aussi dans les coulisses du pouvoir, parce qu'on vous demande de participer aux conférences de presse du gouvernement et vous racontez, chose assez drôle, ce que fait Édouard Philippe juste avant des discours importants pour se détendre. Qu'est-ce qu'il fait, l'ancien Premier ministre ? Alors, je ne sais pas s'il fait ça systématiquement. Là, il l'a fait pour vous. Voilà. C'était la fameuse première conférence de presse voilà. où vous apparaissez. Première conférence de presse, et c'est vrai qu'après avoir passé toute une après-midi à travailler sur ce que l'on allait montrer lors de cette conférence de presse, eh bien, Édouard Philippe s'est mis à fredonner du bachung et je suis très sensible. C'est un musicien que j'apprécie beaucoup et je pense que ça fait partie vraiment de notre patrimoine génétique, culturel très fort. Et c'est vrai que je me suis dit, finalement, on est tous pareils. On est tous dans le même bateau. Et on voyait à l'instant les dessins, effectivement, d'Édouard Philippe. Vous ne racontez pas... on suit dans cette BD aussi le parcours d'une patiente atteinte de maladies graves, etc., qui va devoir se battre contre le coronavirus. Mais vous ne racontez pas les choses les plus dures que je vous ai vu raconter ou lu raconter dans des interviews. Par exemple, je me souviens que vous racontiez, je crois que c'était dans Le Monde, des patients qui arrachaient volontairement leur masque d'oxygène pour ne plus avoir à subir ce qu'ils étaient en train de subir. Vous n'avez pas voulu aller jusque-là dans cette BD-là ? En fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait, on aurait pu en faire 3 tomes de tous les événements qui se sont passés pendant cette première vague. Donc, à un moment, il a fallu choisir et qu'il y ait une dynamique dans la construction du livre. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles ça ne fait pas partie de cette BD-là. Mais effectivement, alors après, est-ce que ces personnes ont consciemment arraché le masque ou c'est parce qu'il y avait des effets neurologiques de la Covid qu'à un moment, elles ont enlevé le masque et que sans oxygène... elles se sont éteintes, c'est difficile à savoir, mais c'est vrai que c'est l'un des événements les plus marquants auxquels on a été confrontés en salle de médecine, donc hors réanimation où les patients sont intubés, donc n'ont pas le loisir d'arracher le masque, mais on a eu affaire à quelques épisodes comme ça, et c'est vrai que ça met toutes les équipes de soins dans une interrogation, voire dans un échec de la prise en charge, et c'était très très difficile, et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde a été très suivi sur le plan psychologique. Je reprends la question de Géraldine tout à l'heure. Qu'est-ce qui a changé en vous après cette année de Covid ? Probablement le regard que je porte sur la
sur la façon dont on doit s'impliquer quand on est en responsabilité, quand on doit faire face à une crise majeure, qu'on mène une équipe. Où l'on doit être dans la réassurance, dans l'empathie, dans la compassion, et puis en même temps où on doit aller de l'avant. Donc on doit porter les gens, on doit avancer coûte que coûte, quoi qu'il nous en coûte. Alors je ne veux pas paraphraser le président de la République, mais c'est vraiment quoi qu'il nous en coûte, non pas tant sur le plan financier pour nous médecins ou soignants, mais sur le plan humain. Et chacun de nous a énormément donné de lui-même, d'elle-même, pour apporter le meilleur soin possible. Et ça nous a soudés entre nous, mais ça nous a aussi vraiment pris de l'intérieur. Et c'est encore actuellement on en est très très fatigué, mais bon, j'ai bon espoir au bout, qu'on arrive à en sortir. Il y a une lumière au bout du tunnel. La médecin Karine Lacombe, Fiamma Luzzati, c'est aux éditions Stock. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir en direct. Merci à vous. Dans 22h max. Merci à vous, professeur. On passe